14h31, heure normale de l'Est. Il me fait plaisir de vous revoir et de vous entendre et de vous... J'avais hâte de vous revoir en ce vendredi après-midi. Alors, bienvenue et merci d'être à l'écoute de notre rendez-vous du vendredi. En premier lieu, j'aimerais profiter de cette tribune, ce qu'on n'a pas fait dans les dernières semaines, pour remercier des gens qu'on prend souvent pas toujours le temps de remercier, mais qui sont toujours là pour nous épauler. Alors, j'aimerais citer nos partenaires à l'APEC pour 2020 et les remercier chacun d'entre eux pour leur support depuis plusieurs années maintenant, mais en particulier pendant cette année un petit peu plus difficile pour toute l'industrie. Alors, je commencerai par les partenaires élites, qui sont le Centre de foire Expo-Cité de Québec, le Centre de congrès de Saint-Hyacinthe et aussi le Centre de congrès de Québec. Nos partenaires Prestige, qui sont le Grand Quai du Port de Montréal, le Centre de foire de Sherbrooke et le Palais des congrès de Montréal. Nos partenaires Affaires, qui sont DEE et GES, et notre partenaire de service, qui est Wheeze Event. Alors, j'aimerais que vous pensiez à eux et que vous joigniez à moi là, pour les remercier infiniment de leur support pour l'année 2020. J'aimerais revenir aussi un peu sur le webinaire de la semaine dernière parce qu'on a eu plein de commentaires assez positifs là-dessus. Je pense que ça nous donnait un peu d'espoir pour une relance. Suite à tous vos bons commentaires de la semaine dernière, on a formé un comité cette semaine qui s'est réuni ce matin. Le comité sous la gouverne de David Jocelyn-Lucion, qui est membre du conseil d'administration de l'APEC. M. Guy Lépine, M. Stéphane Fortin, Mme Laurence Lefebvre ainsi que M. Pierre Duhamel font partie de ce comité-là. Alors, il va ressortir des recommandations suite à ces rencontres-là qui vont être ensuite acheminées vers le CQRHT pour des nouvelles normes de salubrité là, dans le but d'ouvrir des salons le plus rapidement possible en sécurité pour notre clientèle. OK? Il y a plusieurs normes, je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai beaucoup le temps de lire cette semaine, depuis 6 semaines à peu près qu'on a le temps de lire. Alors cette semaine, vous avez sûrement vu apparaître des normes un peu partout, CNESST, Hilton, Association internationale, en tout cas. On les a furetés. Le comité en a pris connaissance et on va se baser sur toutes ces normes là, pour essayer de développer une norme qui serait acceptable pour notre industrie. Le comité de crise de l'APEC se réunit encore 1 à 2 fois par semaine. OK? On a eu un CA de l'APEC aussi cette semaine, mardi, et puis la fonction du comité a été mise sur pied et le CA a adopté, dans le fond, l'idée même de produire des normes sanitaires là, pour les salons et expositions. Alors, on continue la démarche de ce côté-là. Aujourd'hui, on est accompagné par deux membres conférencières que j'aimerais vous présenter. Il y a d'abord Madame M. Julien Roy, qui est l'expert formateur en marketing de terrain, que vous connaissez de face-à-face marketing. OK? Depuis 20 ans, M. Pertinence, et ça ne le rajeunit pas, c'est sûr, mais on le connaît depuis longtemps, puis il est toujours pertinent, alors c'est encourageant. Et il y a aussi Mme Caroline Lepage d'Agora Opus 3, qui est au cœur de cette entreprise-là depuis 25 ans maintenant. Ça va être probablement très intéressant avec elle parce qu'on va avoir une bonne idée de qu'est-ce que peut avoir l'air un salon virtuel. Alors, ça risque d'être très intéressant. Je vous encouragerais à nous poser des questions via le chat. Je vous encouragerais à lever la main si vous voulez parler, si vous voulez discuter avec nous. Gênez-vous pas. Alors, on va laisser Julien lancer la balle. Ensuite, Caroline va la prendre au bon.
et on revient pour les questions et pour les commentaires après nos deux présentations. D'accord? Allez-y, Julien. C'est bon, tu m'entends? Vous m'entendez? Super. Alors, merci. Merci encore pour la semaine passée. J'ai eu le temps d'assister la semaine passée en différé. C'était très instructif, c'était très formateur. Alors, j'ai pas eu beaucoup de temps de me préparer pour aujourd'hui, mais en fait, il y a deux grands axes que je voulais juste échanger sur vous aujourd'hui parce que comme vous le savez, moi, je suis formateur, mais auprès des exposants. Alors, ma réflexion est plus en termes de comment on va faire mes exposants dans ce monde-là que du promoteur, bien que les deux idées sont pas du tout éloignées l'une de l'autre, puis souvent les intérêts de l'un vont avec l'autre. Mais depuis 1 mois et demi, j'ai continué à travailler avec mes exposants en formation, en consultation. Puis bien sûr, qu'est-ce qui va se passer avec les salons fait partie des grandes réflexions. Puis mon intervention aujourd'hui va toucher 2 volets. Le premier, le salon virtuel, je vais laisser plus Caroline expliquer, mais parce que franchement, je ne connais pas grand-chose, mais c'est ça ma prochaine étape, apprendre à mieux connaître ça. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que la Chambre de commerce de Montréal veut peut-être partir un projet pour préparer, aider ses membres qui vont dans des salons à voir comment gérer ces salons virtuels qui s'en viennent possiblement. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est jouable? Alors, on est là-dessus. Puis dans mes recherches là-dessus, dans mes courtes recherches de ce que j'ai eu le temps de faire, j'ai été arrivé à Caroline Lepage, puis là est arrivée cette session aujourd'hui. Fait que je viens d'apprendre, je suis content de le voir moi aussi. Puis aussi, dans cette réflexion sur les salons virtuels, j'aurais aimé avoir le temps de parler avec certains d'entre vous qui avaient transformé vos salons comme René Frappier. René, je sais que tu as transformé un peu ton salon, c'est ce que j'ai su aussi. J'aurais aimé te parler là-dessus, mais on aura le temps de le faire. Alors, pour ce qui est des salons virtuels, mon feeling, c'est que les gens à qui j'ai parlé sur des salons Toronto, aux États-Unis, où il y avait une transformation virtuelle, c'était pas une option qui était très intéressante. Peut-être que c'était du dernière minute, mais c'est sûr qu'ils comparaient au bon vieux salon comme on les connaît traditionnels, le bon vieux face-à-face. Même des 6 exposants à qui j'ai parlé pour du virtuel, ces offres ont été refusées. Ils n'ont pas voulu y aller parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt pour eux, puis c'est à peu près le même prix. Alors, de prime abord, le virtuel ne semble pas une option intéressante, mais ce n'est pas une étude exhaustive. Je suis là en mode recherche, moi aussi, pour voir les options. Puis il reste que même pour l'ensemble de l'industrie, les salons virtuels, on ne loue pas de pieds carrés, ça ne fait pas vendre de stand, puis pour l'industrie, c'est pas super, ça reste un plan B. Mais comment gérer tout ça? On est en mode découverte là-dessus. Par contre, je pense possiblement à la possibilité, quand on va réouvrir les salons, modifier bien sûr, à la possibilité d'aller dans l'hybride avec le virtuel. Qui pourrait, on pourra en parler ensemble et plus tard, mais je pense à bonifier peut-être nos salons qui sont transformés avec l'idée du virtuel. Mais on va en parler plus tard avec Caroline. Alors, mon constat, à parler avec plusieurs exposants, c'est que la journée où on décidera de réouvrir les salons, si on peut assurer un peu de sécurité, comme on en a dans les grandes surfaces, les épiceries, les exposants vont être au rendez-vous, c'est certain. En fait, les exposants ont hâte de revenir et l'avantage de la COVID, s'il y a un avantage à ça, c'est que ça fait réaliser la valeur des salons traditionnels et la valeur des contacts humains, des expositions, avec tout ce qui vient autour, le réseautage qui vient avec. On va prendre peut-être pour un bon bout de temps moins pour acquis les expositions. On va les chérir un peu plus parce qu'on en voit la valeur maintenant. Pour repartir la machine éventuellement, je pense que ça va être plus un défi de convaincre les autorités que les exposants.
Puis, il faut rassurer les autorités. Puis, comme Dominique disait, on est sur une bonne piste avec les solutions envisagées, là, avec David Jocelyn, les masques obligatoires, ce que David Jocelyn a mentionné sur les tunnels sanitaires, entre autres, toute cette recherche. Maintenant, les inquiétudes des exposants vont plus maintenant sur la baisse des visiteurs, la baisse du nombre des visiteurs. Par crainte ou par obligation, parce que c'est inévitable que quand on va faire le plan pour la relance des salons, il va nécessairement y avoir une baisse de densité des visiteurs, la distanciation. Maintenant, si on baisse de 2/3 le nombre de visiteurs, on n'augmentera pas de 3 fois plus la durée du salon. Ça va être à peu près impensable, c'est évident. Mais voici ma réflexion, puis j'ai parlé avec les exposants là-dessus, puis ils voyaient le sens de ça. Il y a quelques années, j'avais fait une intervention à l'APEC où on parlait du taux d'interaction avec les prospects de nos exposants qui vont dans nos salons. Puis je ne veux pas trop entrer dans le détail technique là-dessus. Mais on a réalisé, et chiffres à l'appui, et ça se confirme encore même depuis le temps qu'on a parlé avec l'APEC, que l'ensemble de nos exposants ont un taux d'interaction avec leurs prospects de seulement 5 %. Autrement dit, nos exposants, pendant qu'ils parlent avec 5 de leurs clients potentiels réels à un salon, il y en a 95 qui marchent dans leur allée. Vous, les promoteurs, vous leur apportez 100 CPR, ben, ils parlent avec 5. Ce qui est très bas, mais qui est une moyenne, et c'est réellement ça. Et quand on parle avec les exposants et on leur fait réaliser ça, ils deviennent beaucoup plus à l'aise à l'idée de faire une exposition qui a moins de visiteurs, mais plus de qualité ou plus ciblée pour eux autres. Autrement dit, les exposants, de ce que je vois, moi, à parler avec eux, sont très à l'aise avec l'idée d'avoir un ratio visiteur-CPR un peu plus équilibré. Si on fait un calcul simple, puis ça va dans le sens de ce que M. Lépine disait la semaine passée, on parlait des largeurs d'allées, des densités, tout ça. Alors, je disais que la moyenne est de 5 %. Mais supposons que tous nos exposants, nos clients sont top. Ils font 2 fois mieux que la moyenne, supposons. Ils sont tous à 10 %, hypothétiquement. Ben, ça veut dire que s'ils sont à 10 % puis qu'on réduit le nombre des visiteurs à 50 pour réduire la densité, ben, il ne manquera pas de visiteurs. Leur type va tout simplement aller à 50 %. Si on réduit du 2/3 des visiteurs, leur type va monter à 25 ou 30 %. Autrement dit, si on leur fait comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a moins de visiteurs que c'est moins intéressant, ben, les exposants, les bons exposants sérieux qui sont le noyau, vont être partants pour le faire absolument et par soutien pour l'industrie aussi. Mais même statistiquement parlant, ça demeure intéressant. Alors, tous les exposants à qui j'explique la chose comprennent très bien l'affaire, que ce n'est pas parce qu'il y a moins de monde que ce n'est pas intéressant. Mais c'est certain que pour les promoteurs, il y a un manque à gagner. C'est certain, moins de visiteurs, moins d'entrées d'argent, ça c'est certain. Mais c'est peut-être ça va passer par une segmentation des plans. Peut-être plus compartimenter nos salons. Mais ça sera un autre débat. En fait, créer pas seulement un grand salon, mais peut-être 4 salons dans un pour mieux répartir, mieux classer les visiteurs. Voilà, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais ma lecture de la chose, c'est que c'est faisable. Et pour nos exposants, c'est très jouable et très justifiable. Maintenant, David, la semaine passée, a dit notre industrie fera une mutation. Il faudra passer par une mutation de notre industrie. Et c'est vrai. Est-ce que ça sera passager? Est-ce que ça sera à court terme, sur le long terme? Mais il va rester quelque chose de ce qu'on vit maintenant. Et je pense que dans la nouvelle façon de voir nos expositions, c'est certain qu'on va devoir présenter maintenant à peu près tous des salons unidirectionnels, un trafic dirigé. C'est à peu près certain.
Il va falloir augmenter la sécurité et donner le sentiment de sécurité, comme on l'a dans les épiceries maintenant. Maintenant, d'un point de vue plus marketing, les salons, il va falloir réduire la densité, mais augmenter la pertinence pour que les exposants y trouvent leur compte. Alors, réduire la densité, mais augmenter la pertinence. Et là, on aura un travail à faire. Maintenant, ce qui pourrait pallier partiellement au manque à gagner et au changement de ces salons traditionnels, c'est possiblement de compenser certains aspects par le virtuel. Et c'est là qu'on veut voir si c'est une possibilité, qu'est-ce que propose la technologie maintenant. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'entendre ce que Caroline a à nous proposer. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Dominique. Merci beaucoup, Julien. Est-ce que Caroline n'est pas loin? Oui, j'espère. OK. Alors, je te permets d'enchaîner, ma chère Caroline, et pour nous faire découvrir les nouveautés des salons virtuels. Bien sûr. Bien, nouveautés, oui et non. Il y a des choses qui existent quand même depuis un certain nombre d'années, même si on ne les utilisait pas. Je vais pouvoir vous présenter ça. Donc, merci. Je vois dans la liste des participants plusieurs personnes que je connais. Je les salue. Je salue aussi ceux que je connais moins. Moi, ce que je vous suggère, c'est de partager mon écran pour que vous puissiez voir une présentation. Alors, voilà. Share screen. Celle-ci. Je vais mettre ça en mode plein écran, ça va être peut-être plus facile à suivre. Et voilà. Alors, allons-y rapidement avec un contexte. Ça rejoint tout à fait les propos de Julien tout à l'heure. Dans le fond, nous, ce qu'on observe, puis on a vraiment documenté, on a regardé tout ce qui se faisait d'un point de vue technologique avec une veille technologique. On regarde aussi toutes les tendances, surtout post-COVID, de ce qui s'en vient. Puis ce qu'on observe, c'est qu'on est beaucoup sur le virtuel aujourd'hui. Demain, ce sera le hybride et éventuellement en personne. Et je vous dirais que, comme plusieurs, on préfère les trucs en personne, mais il y aura comme un passage obligé d'ici à ce qu'on puisse retourner à ce qu'on connaissait au préalable. Donc, petite précision en partant, nous, on est des organisateurs d'événements. Je tiens à vous rassurer, on n'est pas des revendeurs de technologie. Évidemment, quand on coordonne des événements, on fait appel à plusieurs fournisseurs, dont des fournisseurs de technologie. Mais moi, je ne suis pas là pour vous présenter une technologie en particulier aujourd'hui. Je veux juste pouvoir partager avec vous ce que fait une exposition virtuelle et surtout de quoi ça a l'air. Parce que je dois vous dire qu'on en a quand même quelques-unes à notre actif. Puis, au départ, il faut carrément faire des dessins aux gens parce qu'ils ne l'ont jamais vu. Ils sont même pas capables de le visualiser ou de le figurer dans leur tête. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelques données sur le virtuel, vous montrer ce qu'a de l'air une plateforme virtuelle, c'est quoi les fonctionnalités qu'on recherche quand on fait une exposition virtuelle, quelle sorte d'implication ça a aussi parce qu'il faut adapter, éduquer, donner beaucoup de support quand on passe au virtuel, les défis que ça représente, puis ensuite aborder la tarification de deux points de vue, du point de vue de l'organisateur, combien ça me coûte de mettre ça en place, mais aussi du point de vue des participants, des commanditaires, quelle tarification on leur donne quand on leur impose quand on est en virtuel. Donc, s'il y a des questions, là, je dois dire que comme je suis en plein écran, s'il y a des questions qui pop sur le chat, je ne le vois pas, par exemple. Slavka va sûrement nous les relayer. Parfait. Caroline. Merci. Donc, quelques données. Évidemment, ça recoupe un peu les propos de Julien, là, les mesures de distanciation, puis tous les protocoles sanitaires qui vont être imposés vont réduire nos capacités d'accueil. On va pouvoir mettre moins de gens dans les salles et ça va aussi augmenter les coûts parce qu'il y aura finalement des choses à mettre en place d'un point de vue sanitaire qu'on n'avait pas à assumer normalement. L'interdiction de se rassembler aussi, modifier la façon dont on fonctionne. On le sait, même nous-mêmes, là, on travaille en virtuel depuis 6 semaines. La technologie s'est démocratisée, les coûts sont plus abordables et surtout, les gens maintenant l'ont adopté. Avant, c'était un concept qui était encore pas tout à fait maîtrisé par les gens. Aujourd'hui, les gens l'ont testé, puis le virtuel, toutes les statistiques le disent, il est là pour rester, notamment en termes de télétravail, mais déjà de participer à un webinaire, c'est plus du chinois pour personne. À peu près tout le monde, dans les 6 dernières semaines, a eu l'occasion de tester ce que c'était. Ensuite, l'offre virtuelle est à privilégier pour quelques mois.
Il y a des experts qui entrevoient un format hybride, comme on le disait tout à l'heure, pour le passage parce que ça va venir compenser le manque de visiteurs en physique, cette capacité réduite d'accueil-là aussi, et le fait que peut-être des entreprises auront moins de budget pour permettre la participation à des événements en termes de frais de déplacement, en termes de budget de marketing, et aussi, nous, on l'observe dans le corporatif, qui participent souvent à des salons qui ont des interdictions de voyager. Donc, il y a des gens à l'interne qui reçoivent des instructions comme de quoi la compagnie demande à ses représentants de ne pas voyager d'ici au 31 décembre. Donc, c'est toutes des choses qui font en sorte qu'en ayant un événement hybride, éventuellement, on va pouvoir aller chercher autant de monde que quand on le faisait uniquement en présentiel. Voilà une image d'un kiosque en 3D. Donc, il y a plusieurs plateformes qui existent. Ça, c'en est une que nous, on utilise. Alors, le kiosque est fait de façon virtuelle. Ça permet, vous allez voir, de proposer plusieurs fonctionnalités en live, en consultation rattachées à ça et d'offrir beaucoup de données derrière. Donc, les principales fonctionnalités, nous, on a répertorié vraiment beaucoup de technologies existantes, de diverses plateformes. Il se fait de très belles choses aux États-Unis. Je dirais que les plateformes les plus performantes, pour la plupart, sont américaines. Leur défaut principal, c'est que si on veut les utiliser au Québec, ça n'existe pas en français. Donc, ce qu'on peut vouloir rechercher, d'une part, c'est, surtout si on a une clientèle qui est québécoise, une plateforme qui va être fonctionnelle en français. On regarde aussi pour avoir du 3D. C'est terminé, le 2D. On voit parfois des salons un peu boboches là, qui ont l'air d'une liste de sites web sur un méga site web parapluie, puis ça, on appelle ça une exposition virtuelle. Mais là, tant qu'à faire ça, j'avoue que l'expérience en tant que participant ou même en tant qu'exposant n'est pas terrible. Ensuite, les autres fonctionnalités qu'on va vouloir avoir, ça va être pour permettre de l'interactivité entre le visiteur et l'exposant. Donc, du live chat, la possibilité aussi, comme on le ferait dans un vrai salon, d'avoir des conférences en parallèle ou des ateliers. Des halls qui permettent de regrouper les exposants selon les types, selon la catégorie. Des kiosques qui soient hyper personnalisés, là, que ça n'ait pas l'air toujours de la même chose selon les différents exposants. Pouvoir aussi proposer des contenus. Donc, comme exposant, moi, je peux vouloir projeter de la vidéo, donner mes brochures PDF, avoir des liens vers des démos live, vers mon site web. À la limite, je peux même avoir un lien vers un site qui serait transactionnel si je veux faire des transactions ou vendre pendant le salon. Ensuite de ça, une messagerie interne pour favoriser le networking entre les gens. Donc, toutes nos réalités habituelles en présentiel se retrouvent à peu près dans le virtuel. Même chose au niveau du matchmaking. Est-ce qu'on va aller plus loin et de générer des rendez-vous entre les participants selon leurs intérêts communs? L'application mobile demeure quand même un outil intéressant dans la plupart des cas, surtout lorsqu'il y a des conférences parce qu'on ne veut pas fermer son écran, aller voir un programme PDF sur un site web, réouvrir l'écran, rentrer dans la plateforme d'exposition. Donc, c'est bien d'avoir un autre outil et d'avoir l'application mobile permet aussi plus d'interactivité avec les participants parce qu'on va le voir tout à l'heure, comme dans n'importe quelle activité, on veut générer de l'engagement. Donc, c'est une des façons de le faire. Et le cœur de la patente, c'est que, évidemment, on a accès à du data. Alors, c'est lié avec Google Analytics et ça permet aussi d'avoir des statistiques globales de participation et par kiosque. Donc, on peut, comme on le ferait dans une exposition classique, avoir du lead retrieval pour chacun de nos exposants qui éventuellement vont remonter l'information dans leur CRM puis vont continuer leur démarche de vente auprès de ces gens-là par la suite. Vous avez ici un exemple de hall d'entrée. On peut modéliser à peu près n'importe quel hall. On pourrait modéliser le hall d'entrée du Palais des Congrès, de Place Bonaventure, du centre d'exposition de Sherbrooke, peu importe. Donc, on est capable quand même de reproduire des choses pour que les gens aient l'impression de rentrer dans un lieu qui est connu et non pas dans un lieu anonyme. Ensuite, vous avez ici l'exemple d'un espèce de regroupement selon une catégorie, par exemple, de gens. Donc, ce sont des exposants. Alors, on peut naviguer et choisir quel exposant on va aller visiter. À ça se greffent des conférences. Donc, on pourrait avoir un hall d'exposition et des salles de conférences de l'autre côté. Et là, les salles de conférences, c'est des webinaires un peu comme vous le connaissez, des trucs interactifs, la possibilité d'attester sa présence, s'il y a des crédits qui sont rattachés à ça, etc. Donc, ça, c'est plus conventionnel. Mais ça permet les deux.
Alors, quelles sont les implications du virtuel? Bon, il y a beaucoup d'adaptation et de conversion qui doit se faire au départ. Et souvent, les gens pensent qu'on va faire un copier-coller. On avait un événement en présentiel, on le copie-colle, bang, on le fait en virtuel. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Qu'on pense, par exemple, aux commanditaires. Un plan de commandite dans un salon commercial, bien, on fait de l'activation, puis on sait exactement qu'on va avoir telle bannière à telle place, on va vendre la contre-marche, on va vendre des poids au sol, etc. Donc, c'est facile et surtout, les gens savent à quoi se référer parce que ça fait des années que ça fonctionne comme ça. Alors, comment on prend un plan de commandite traditionnel et comment le convertir au virtuel? Il y a quand même beaucoup de travail d'adaptation. Donc, toutes les activations doivent être revues pour être adaptées au mode virtuel. La programmation, c'est la même chose. La programmation, on ne peut pas faire un copier-coller. Les gens n'ont pas la même capacité d'attention en virtuel. Ils décrochent plus rapidement. Donc, il faut modeler, adapter. Il faut quand même avoir un maître de cérémonie qui va guider les gens vers ça. Parce que c'est, encore une fois, nouveau pour plusieurs. Donc, la programmation est à revoir en entier, la période de questions, comment on va le faire, le chat, etc. Les inscriptions aussi, ça a l'air insignifiant comme ça, mais si les gens ont payé pour rentrer, il faut avoir des codes d'accès, des credentials qui vont nous permettre de gérer les entrées et de surtout tracker les bonnes personnes par en arrière parce que c'est l'identifiant unique derrière la personne qui va nous permettre de les suivre après et pouvoir générer, par exemple, une liste de leads pour un exposant. Les contrats qu'on connaissait ne tiennent plus. Le manuel de l'exposant, comme on le connaissait, ne tient pas non plus. Il n'y a pas d'adresse de doc de livraison dans le manuel de l'exposant. Il faut leur dire dans quel format nous envoyer le lien pour du live streaming sur YouTube. Donc, c'est à revoir complètement. Donc, nous, on a tout converti. On a maintenant des versions virtuelles de contrats, des versions virtuelles de manuel de l'exposant à côté de nos versions traditionnelles. Les communications doivent être adaptées aussi. Il faut faire plus d'éducation dans nos communications parce que, encore une fois, c'est nouveau. Et le volet social, c'est un aspect important dans nos événements. Combien de fois les gens disent, bien, nous autres, on vient d'abord pour faire du réseautage, on vient pour les réunions de corridor. Le soir, les représentants qui invitent des clients à manger au restaurant. Comment on fait pour reproduire ce volet-là à l'intérieur d'un événement qui est virtuel? Il y a des trucs. Et ça ne sera jamais la même chose que d'aller manger au restaurant, évidemment, mais il y a quand même moyen de générer un intérêt au niveau social à travers le virtuel. Ensuite de ça, bien, il y a une régie importante à prendre en compte. Quand on fait par exemple, des conférences, c'est pratiquement faire de la télévision quand c'est fait vraiment de façon haut de gamme, là, avec un studio de tournage, un mur vert, avec des panélistes, un maître de cérémonie. On fait un dry run avant. On s'assure que tout fonctionne comme on le ferait en vrai, mais avec un médium qui est virtuel cette fois-là. Donc, on remplace, dans le fond, tout ce qui était montage, démontage, marquage par un encadrement plus au niveau de la technologie. Voici un exemple concret d'un événement qu'on va livrer le 28 mai. Cet événement-là a lieu à chaque année. Ça s'appelle Explo Abitibi. Ça a lieu au Forestel. C'est carrément des entreprises en exploration minière qui exposent à son greffe tout ce qu'il y a de plus classique, là, un volet de conférence. Puis il y a du networking. Puis c'est tout ce qu'on a toujours connu, sauf que cette fois-ci, on n'a pas le droit de se réunir physiquement. Donc, le client a dit c'est parfait. On va le convertir. Donc, on servirait de bord sur un dixième parce que la décision n'a pas été prise il y a si longtemps de convertir, puis l'événement a quand même lieu à la fin du mois. Alors, vous avez la communication qui est sortie hier à 16h45. Elle est tout à fait neuve. Donc, les gens ont été informés qu'on passait au virtuel. Le logo a été adapté. C'est devenu Explo Abitibi virtuel. Et on a greffé quand même de la vidéo à ça pour générer plus d'intérêt. Je vous skip la vidéo, je pourrais vous faire suivre l'information, mais tout ça pour dire que ça se fait. Je dois dire que nous, le virtuel, présentement, nous permet de maintenir dans notre calendrier d'événements quand même un certain nombre d'événements, même plusieurs. On en a déjà 6 que nous allons convertir, le premier étant celui-là, puis 6 autres qui vont suivre. Puis on sait qu'on en a 2 autres qui sont stand-by, c'est-à-dire que pour l'instant, on les maintient en présentiel, puis selon ce qui va se passer, le plan B pour passer au virtuel est déjà prêt. Donc, pour nous, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose qui s'en vient, ce n'est pas une tendance, c'est quelque chose qu'on fait. C'est en fait une avenue qui va permettre à notre entreprise de passer les prochains mois, puisqu'on ne peut pas faire du présentiel.
l'autre implication, c'est de l'éducation. Le manuel de l'exposant, nos clientèles sont habituées de le recevoir. On est habitué d'avoir les espèces de règlements à suivre. Tu n'as pas le droit de mettre le feu, tu n'as pas le droit d'envoyer des confettis. Tout ça, ça ne s'applique plus. Donc, il faut vraiment reprendre ça du début, puis il faut beaucoup, beaucoup d'éducation. Toutes les clientèles sont à éduquer. Tout le monde en est à sa première expérience. Donc, il faut prendre les exposants par la main, leur expliquer, les rassurer, les éduquer. Donc, on a fait des guidelines, des tutoriels pour les exposants, pour vraiment les rassurer là-dedans, puis leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent se mettre en valeur puis augmenter leur retour sur l'investissement. Les commanditaires, c'est la même chose. Il y a beaucoup de commanditaires qui sont insécures, qui avaient déjà signé dans le format traditionnel qu'on convertit. Donc, il faut leur démontrer qu'ils vont avoir eux aussi la même visibilité, les mêmes retombées en virtuel. Donc, ça prend beaucoup de dessins, honnêtement, le avant et le après. Puis voici comment votre logo va être activé. Puis voici comment vous allez avoir accès. Puis on va faire du push, on va faire ci. Donc, beaucoup de travail pour les rassurer et puis en tout cas, les garder comme commanditaires, puis souvent au même niveau de commandite, ce qui est le défi. Les participants, les visiteurs, c'est la même chose. Plusieurs en ont jamais fait au préalable. Donc, même chose dans les communications pré-événement, les rassurer, leur donner beaucoup d'éducation sur comment ça va se passer, quels avantages ils vont avoir. Et les conférenciers, ils sont souvent très à l'aise derrière un vitrain, mais en arrière de leur ordinateur, parfois un peu moins. Donc, beaucoup d'éducation encore une fois. Au niveau du support, ben, je me répète un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais première expérience pour tous, et pas hésiter à faire des dessins, à illustrer les choses. Il ne faut pas sous-estimer de comment loin le monde part quand on parle du virtuel. Puis tant qu'ils ne l'ont pas vu, ils ne comprennent pas. Donc, vraiment des démos, des images, pas hésiter à en mettre plus que moins. Et puis, donc, prendre la clientèle par la main, c'est important avant, c'est important pendant, puis c'est important après. Des chatbots, du support live, des sondages pour mesurer aussi comment la réaction des gens. Créer de l'engagement, des sondages, des questions, de la gamification, des concours. Vous êtes confronté à ça de toute façon dans votre réalité habituelle. C'est la même chose au niveau du virtuel. Générer du ROI, même défi. Ça ne change pas en virtuel ou en vrai, c'est le même défi. Donc, pour pouvoir générer du ROI, attention, obtenez les consentements pour transmettre les données d'achalandage aux exposants. Dès le moment où les gens s'inscrivent, il faut qu'ils aient consenti à ce qu'on transmette leurs données personnelles parce qu'il y a un règlement derrière ça. Donc, à prendre en compte pour ne pas être mal pris. Partager les statistiques globales du salon, ça aussi. Oui, les statistiques d'achalandage de mon kiosque, mais aussi de l'ensemble du salon. Et les exposants doivent se préparer. Et là, je fais appel à mon ami Julien pour maximiser leur participation comme exposant. C'est vrai en réel, puis c'est vrai en virtuel aussi. Ça fait partie de leur responsabilité de maximiser leur présence sur un salon, de faire de la promotion en amont, d'interagir avec les gens, de s'assurer de les amener du bon bord du tapis. Moi, je me souviens des cours de Julien. Et puis, c'est la même affaire sur le réel, sur le virtuel. Donc, il y a beaucoup de travail pour les exposants pour se préparer aussi pour augmenter les résultats. Maintenant, la tarification. Ça aurait dû être le numéro 5 et non le numéro 4, je viens de le voir. Caroline, j'ai une question oui? de Info TC Montréal qui demande, allez-vous élaborer sur l'aspect networking virtuel? Je peux. Il y a une démo à la fin, on va le voir, une démo vidéo là, qui dure 3 minutes. Si vous voulez, on la regardera. Le networking, il y a plusieurs niveaux. Là. On peut faire du networking puis on peut faire du matchmaking. Le networking, dans le fond, c'est comme une messagerie interne à l'intérieur du salon qui est réservée aux gens qui participent, qui se sont inscrits. Donc, on peut communiquer un peu comme le chat qu'on a ici. Là. Non, pas le chat, c'est vraiment une messagerie. Un peu comme des textos qu'on envoie à un et à l'autre, mais c'est réservé uniquement aux participants du salon. C'est comme une bulle à l'intérieur du salon qui nous permet de communiquer entre les uns et les autres. Maintenant, si on va aller plus loin, il peut y avoir du matchmaking, c'est-à-dire que là, on va organiser des rendez-vous d'affaires entre les exposants et les visiteurs en fonction là, de leur intérêt respectif. Je crois, Caroline, excuse-moi, que tu travaillais déjà avec une espèce de plateforme de matchmaking, hein, ou de... Oui. De network, oui, de matchmaking. Est-ce que c'est ça qui t'a mené à ça, dans le fond?
Pas du tout. Non? Absolument pas. Puis, Et- je dirais que ça fait des années que je fais du matchmaking. Là. Je ne dirais pas le nombre d'années, vous ne me croirez pas. Mais les plateformes, maintenant, ça a tellement évolué, là, offrent du matchmaking qui est built-in dans la plateforme parmi les fonctionnalités déjà offertes. Fait que ça ne vaudrait même pas la peine d'arriver avec une plateforme externe et d'essayer de D'intégrer, ouais. merger. Ouais. Les deux plateformes, ça fonctionne très bien dans leur forme actuelle, puis ça ne vaudrait pas la peine. Ce n'est pas un événement de matchmaking en soi, mais ça peut très bien se faire avec ce qui est déjà offert sur les plateformes. OK. C'est plus fonctionnel, honnêtement, que de gérer deux plateformes en parallèle. Je comprends. Au niveau de la tarification, donc encore là, on a fait beaucoup de veille technologique, de veille informationnelle parce que les clients se posent la question, nous posent la question, on a testé des choses sur le marché. Donc, la philosophie présentement, c'est de dire c'est pas moins cher parce que c'est virtuel. C'est vrai au niveau des commandites, c'est vrai au niveau du coût d'exposition, puis c'est vrai au niveau des visiteurs. Donc, ce que ça coûtait avant, ça coûte la même chose. La grande majorité des on l'observe beaucoup aux États-Unis, qui ont converti à cause de la COVID du traditionnel au virtuel, ont maintenu leur coût d'inscription identique. Il n'y a pas eu de changement. Pour le participant, c'est sûr qu'il n'y a pas de frais de déplacement, pas d'avion, pas d'hôtel, même chose pour l'exposant, pas de shipping, pas de ci, pas de ça. Fait qu'au final, ça coûte quand même moins cher. Le coût de participation, le coût pour vendre un kiosque est à peu près identique. C'est ce qu'on observe dans la grande majorité des cas. Au niveau du coût pour l'organisateur, dépendamment de la plateforme choisie. Là, les plateformes, là, ça va, écoute, de pas cher, ça a bien du bon sens, à c'est exorbitant. Le range est aussi, Oui, il est aussi grand que ça. ça n'a juste pas de bon sens. Okay. Les plateformes américaines, tu te dis, oh, c'est merveilleux, on se promène à vol d'oiseau par-dessus le plan en 3D, c'est vraiment mais il faudrait hypothéquer sa maison pour OK. c'est peut-être pas la solution idéale pour le moment. Donc, il y a vraiment, dépendamment de ses besoins, dépendamment de l'ampleur, parce que tout ça dépend beaucoup du nombre de visiteurs on va accueillir, qu'on anticipe accueillir. Si on attend 300 personnes, c'est une chose. Si on pense qu'il y en a, je ne sais pas, un salon du livre, qu'il y en a 15 000 qui vont passer, ça ne prend pas la même plateforme. Il faut savoir quelque chose de stable qui va être capable de gérer un tel volume en même temps sans que ça plante. On ne veut pas se planter en virtuel d'ailleurs. Parce que déjà que les gens ont un doute, on n'a pas le luxe de se planter. Il faut que tout soit ça coche, que ce soit parfait quand on passe du réel au virtuel. Parce qu'on n'aura pas deux chances. Non, c'est sûr. Alors, c'est dur de spécifier un coût. Est-ce qu'il y aura des conférences, pas de conférences, combien de conférences? Donc, il faut le faire au cas par cas. Mais la plateforme que nous, on utilise, que vous avez vue, à titre d'exemple, un kiosque au cost, c'est à peu près 225 $. Comme vous l'avez vu là. Fait que c'est rien pour mourir. C'est la raison pour laquelle nous, on a fait un partenariat avec cette compagnie-là. Parce que, un, elle l'offre en français, puis deux, les coûts sont raisonnables. Puis ça permet de l'offrir à un client, puis que le client qui est déjà en dehors de ses pompes, là, en virtuel, se dise, bien, OK, à ce prix-là, on va le faire. Si on arrive avec 10 fois le prix, il dirait, oublie ça, on n'y va pas, on ne prend pas la chance. Donc, c'est ce qui a fait que nous, on a fait un partenariat avec cette entreprise-là, puis qu'on aime bien la technologie avec laquelle on travaille. Okay. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions, s'il reste du temps pour une démo. Moi, je pense que j'écouterai la démo, puis oui, moi, en tout cas, moi, j'ai plein de questions, c'est sûr et certain. Là, puis je suis certain je ne sais pas si j'ai toutes les réponses, là, mais. Je suis sûr que Julien en a aussi, je pense. Alors, oui, je pense que ça serait le fun de voir le démo, puis ensuite, on viendra aux questions, OK? Ça dure 3 minutes. C'est fait par des Français. Vers la fin, c'est un peu long, je vous le dis. Mais oui. Il y a quand même des choses intéressantes. Caroline, il y a deux personnes qui demandent de quelle entreprise il s'agit. Vous allez voir. Parfait, merci. Commencer ou... Est-ce que vous le voyez? Non? Oh, attends un petit peu.
Ben, pas moi, en tout cas, peut-être que les autres. Non, Hey, hein, Miss Virtuelle qui manque son coup, ça va bien? Je pense qu'il faut que je sélectionne le bon... ouais, il faut changer l'écran. On recommence. Prise 2. Prise 2. Là, la zézé qui continue, ça finit plus. Là, c'est ma grosse N'oublie pas de partager le son, Caroline. Oui. Je vais y arriver, je vais y arriver. Bon. Jusque-là, j'avais l'air d'une pro. Attends un petit peu. J'ai 1 million d'écrans ouverts, évidemment. Ça aide. Ça, c'est correct. C'est correct. Bon. Alors. Juste aller rechercher le lien, puis après ça, je repartagerai l'écran. Alors, pour votre information, la ministre Proulx nous a assuré tout à l'heure que nous aurions du tourisme cet été au Québec. Oui, oui, je voulais le partager au début. Merci de nous le faire penser, Caroline. Oui, oui, on va avoir une saison touristique. C'est déjà encourageant. Oui, en tout cas, on se croise les doigts. Est-ce qu'elle va avoir l'air? On ne sait pas. Ça va. Alors là, si je la repars, puis je retourne sur mon... sur ceci, et... je suis comme pas capable de... Non? de retourner sur l'écran principal de... Au pire, Caroline, on pourra peut-être faire suivre le lien Ouais, à je fais Slavka qui le fera suivre aux membres. Mais je... Ah, voilà! Ah, prise 2. Alors, je vous partage mon écran, puis là, ça devrait marcher. Good. Ça s'en vient, ça s'en vient. On va l'avoir. Pas ça pendant tout. Là, je reçois des textos parce que je soupçonne que j'ai des amis dans la liste là, des participants. Oui. Je trouve ça très drôle. Je ne regarde pas, mais je suis pas mal certaine qu'ils me taquinent pendant ce temps-là. Oui, j'en reçois plein aussi, moi. Oui, hein? C'est ça. Bon, fait que là, on abandonne parce On abandonne. qu'il y a un code 18. OK. C'est pas parce qu'on n'aura pas essayé, mais... Définitivement. On a su bien de jaser, là, ça va être plus entraînant. Je vais répondre à vos questions à la place. Oui, c'est ça. Moi, une des premières questions que j'avais, tu as parlé d'hybride au début de la conversation. Voudrais-tu nous décrire hybride? Oui, hybride. Donc, nous, ça fait des années qu'on fait du virtuel puis du hybride. Du virtuel, c'est vraiment, tout le monde est remote. Ça, on faisait beaucoup ça pour des petites conférences d'un plus petit nombre de personnes. Et du hybride, dans le fond, ce qu'on a toujours préconisé avant la COVID, c'est de dire, on a déjà un événement qui existe et on va en offrir une portion en virtuel. Donc, du hybride, c'est d'abord présentiel auquel on greffe une portion en virtuel. C'est très rare qu'on faisait du virtuel, c'est-à-dire en totalité de la programmation. C'est toujours une portion. Et l'objectif du hybride, c'est toujours de dire, c'est pas pour venir en compétition à la portion présentielle, c'est pour élargir le reach, pour aller chercher une clientèle qui, de toute façon, ne serait pas venue en fait. Okay. Donc, c'était vraiment ça l'objectif de l'hybride au départ. Depuis des années, c'est ça qui est préconisé. Okay. Parce que si tu fais du hybride au détriment de ta participation standard, tu te tires dans le pied. L'objectif, c'est pas ça. C'est d'ajouter à ce que tu faisais déjà. Là, dans le cas qui nous concerne maintenant avec l'espèce de transition post-COVID, c'est qu'on va avoir vraiment des restrictions au niveau des capacités d'accueil. Pour mettre 50 personnes dans une salle, ça va nous prendre une capacité de 450 avec la distanciation. Donc, il y a des gens qui vont avoir encore des craintes de se déplacer physiquement. Alors, on risque d'avoir des événements qui vont être de plus petit nombre en termes de participants et d'offrir une portion hybride va permettre d'essayer au moins de maintenir les participations qu'on avait avant la COVID. Donc, le hybride va aller rejoindre les gens qui sont encore craintifs, les gens qui n'ont pas le droit de voyager, si les frontières n'ouvrent pas, par exemple.
ou s'il y a des directives qui empêchent les gens de voyager. C'est beaucoup dans cette optique-là qu'on voit le hybride. L'autre question qui m'est venue, moi, c'est est-ce que c'est lourd? Bon, c'est peut-être moins lourd que faire un salon en présentiel, là, probablement, j'imagine. Mais est-ce que ça va être lourd, monter un salon? Combien de temps ça va prendre? C'est quoi les étapes, dans le fond, qu'il faut réaliser? Est-ce qu'on peut... en tout cas, je te laisse aller. Honnêtement, on a des échéanciers de travail. Normalement, okay. On en a maintenant des virtuels, puis quand moins d'heures que ça à mettre. Je viens de savoir plusieurs, mais il y a quand même beaucoup de travail parce que intégrer les visuels de chacun des exposants, tu sais, comment ils ne nous donnent pas le maudit logo, mais imagine aller avoir un lien pour la brochure PDF, là, je l'ai mis à jour, puis il y a quand même tout ça, là. Il faut être au cœur de tout ça derrière, expliquer, soutenir. Évidemment, il n'y a pas de bouffe à commander, mais encore, ça dépend. Si on fait quelque chose de fun pour le virtuel, là, on est sur un projet où on livre, en fait, des trucs et les gens vont les consommer. Tout le monde en fait un 5 à 7. On fait faire une bière qu'on va faire livrer. On va s'ouvrir une bière qui va avoir été brandée par une microbrasserie. Tu sais, la créativité est dans le tapis, là, de toutes les choses sont bons. Sky is the limit, comme on dit. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas tant, tu sais, moins d'étapes à franchir que ça. Ouais. Le danger, c'est que, tu sais, comment on est toujours, on dit tout le temps, ça se peut pas, on peut pas être plus à la dernière minute que ça. Puis, d'année en année, on se dit ça, puis on est encore, tu sais, tout est à la dernière minute. Avec le virtuel, les gens ont l'impression qu'on peut encore repousser la limite du dernière minute un peu plus. C'est ce qu'on réalise maintenant à force d'en faire. Mais ça prend encore le PowerPoint du présentateur, du conférencier. Puis là, évidemment, bien, il l'a changé dans lui. Puis là, il t'en envoie une copie. Puis là, c'est pas la bonne version. Puis tu sais, ça change. Ah, Julien! Ça change pas tant. Non! C'est impressionnant comment est-ce que, dans le fond, on utilise un médium différent, mais notre métier, il reste presque le même. Et j'imagine, Caroline, que c'est comme d'autres choses. La première fois, c'est un travail énorme, mais tu arrives la deuxième fois, les choses sont beaucoup plus faciles. La transition est difficile à faire. Comme dans n'importe quoi. Puis pour nous, comme pour nos clients, comme pour nos participants, la fois est plus rough, la deuxième est plus facile. Exact. Caroline, il y a des questions dans le chat, notamment de M. David de Jocelyn-Lucion. Il demande quelles sont les étapes pour créer un salon virtuel et combien de temps cela nécessite. Bien, le temps. Ça dépend de l'ampleur du salon. Tu sais, si c'est un petit salon de 15 personnes, puis il n'y a pas de conférence, ça peut se faire relativement vite. Ça dépend du taux de réactivité aussi des participants. Oui, peut-être que ça prend moins de temps qu'habituellement, mais malgré ça, il faut quand même approcher les commanditaires, les solliciter, les mettre sous contrat, activer tout ça. Il y a c'est exactement comme faire un salon. Ben oui, c'est ça. C'est exactement comme faire un salon, là. On fait juste virtuellement, mais si on veut bien le faire, il faut faire toutes les étapes et s'assurer que tout est bien fait aussi. Puis il faut aussi le communiquer. Il y a de la promotion rattachée à ça, même si ça prend moins de temps, mettons, techniquement à réaliser. Il faut quand même promouvoir auprès de notre clientèle là, que ce salon-là s'en vient, les conscientiser, leur donner le temps de mettre ça à leur budget, de s'inscrire, etc. Nous autres, le temps de réalisation est un peu plus court. Il faut quand même se donner un certain temps de promotion. Il faut l'annoncer d'avance et tout ça. Est-ce que c'est votre agence, Caroline, qui fait ça ou vous donnez ça à contrat ou c'est toutes vous autres qui faites le travail? Oui. Ah ouais? On travaille avec des collaborateurs aussi. Parfois, on sous-traite une portion de la communication puis du graphisme, mais nous autres, on est vraiment comme un genre de broker là, pour nos clients. Super. J'avais une autre question, moi. C'est-tu applicable, tu penses, autant au trade qu'au salon public, grand public? Il y a une discussion avec José Rousseau que tout le monde connaît probablement ici, là, qui me parle. Il nous écoute aujourd'hui. Bonjour, José. C'est ça, bonjour, José. Mettons le salon de la mariée. Là, tu sais, ouais. Ben, mettons le salon de la mariée. Mettons. Moi, le grand public, c'est moins ma tasse de thé. Honnêtement, je connais moins. Mais je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il n'y a pas de raison. Non. Ça ne marche pas. C'est la même réalité, encore une fois. Puis là, José a dit, ouais, mais là, mettons, nous autres qui veulent signer, là, puis vendre. Bien, s'ils veulent signer, puis vendre, ils vont. C'est transactionnel. Puis, c'est pas l'organisateur du salon qui fait transaction, la Exposité. Non. C'est chacun exposant, mais c'est vrai aussi quand on est en virtuel.
Donc, s'ils veulent vendre on the spot, s'ils veulent donner des cadeaux, des rabais, des coupons, des ci, des ça, tout ça est aussi possible. OK. Tu as parlé aussi dans la présentation d'une application. C'est où l'apport de l'application là-dedans? C'est surtout pour un événement qui ne serait pas one track. Là, ça commence le matin, on suit, on fait ça. Des événements où tu as plusieurs conférences parallèles, où il y a un grand nombre d'exposants en plus de plusieurs conférences parallèles et où il y a beaucoup de commanditaires. Là, ça devient intéressant. Expo Abitibi, c'est plutôt petit et c'est toute une journée. C'est la même track, la même session pour tout le monde. Fait que là, on a dit, écoute, on ne mettra pas d'argent sur une application mobile, ça ne vaut pas la peine. Par contre, on a un autre gros salon qui s'en vient, qui, lui, a besoin d'une application mobile parce qu'il y a comme 8 sessions parallèles en même temps. Puis il faut que tu veux monter ton agenda, ton horaire, moi, je veux participer à ça, remplir les sondages en ligne. Donc, c'est autre chose. OK. C'est un outil qui t'aide dans le salon virtuel. En fait, l'application mobile, c'est le programme. Là. OK, tout le programme est là. Et oui, c'est la même chose. Là, puis on l'utilise déjà en vrai, puis elle est autant, sinon plus pertinente en réel, parce que comment tu fais pour te retrouver? Là, tu fermes l'écran, tu retournes, vous avez vu comment habile j'étais, je ne serais pas toute seule. Tu vas chercher la session qui t'intéresse, clique là-dessus, alors que si tu as un appareil à côté qui est sur, tu as une appli, tu te promènes, à la limite, tu peux même mettre ça sur ton téléphone, aller partir une brassée puis revenir. On pousse là. Aller partir une brassée. C'est du virtuel. C'est dur de garder l'attention des gens. C'est pas long qu'on les perd. Absolument. Je vois tout le monde qui me texte, là. C'est difficile de garder mon attention. Moi, j'ai ignoré, j'ai mis ça à mute. Là, ça m'a juste buzzé, j'ai fait regarder. Une question pour toi, Caroline. Est-ce que c'est toi, en fait, votre compagnie qui a monté l'expo virtuelle ou une autre compagnie? Puis René Frappier, en fait, elle pose une autre question avec des dégustations virtuelles, mais est-ce que tu pourrais être plus précise? Des dégustations virtuelles. Là, on a fait quelques tests. Là. Entre autres, là, celui-là, j'ai lancé l'idée, puis c'est à travers Scal, qui est un regroupement que certains connaissent. On a eu Scal et on a eu un traiteur qui est venu monter un repas 4 services chez nous dans l'après-midi. On s'est tous installés, on était 54 pour un souper. Wow! On avait une petite bouteille d'un tonic de Monsieur Cocktail avec une recette. Tout le monde s'est fait un drink pour un petit cocktail. Puis on a fait notre 5 à 7, puis on a fait notre souper. Puis là, il y a quelqu'un qui animait. Puis là, on allait chercher notre plat principal, puis on continuait. Puis chacun parlait. En fait, à Scal, tu parles à 4 personnes. Habituellement, on a entendu les 54. Fait que ça, on a fait ça. On a fait aussi, on a un projet là, qui n'est pas encore réalisé là, pour l'automne, où on va envoyer, parce que c'est international, des ingrédients puis une recette pour que les gens se concoctent le repas à saveur québécoise pour le souper de gala. Donc, il y a plein de trucs comme ça. On peut, une autre idée qu'on est en train d'explorer, puis comme 80% des participants sont des femmes, on va envoyer des tapis de yoga, puis à la pause, il va y avoir une session de yoga qui va être offerte. Plutôt que de laisser une pause. Hein, parce que les gens ont quand même besoin d'une pause. Ils ont quand même envie de oui. Il faut arrêter. Donc, on fait une pause, mais c'est une pause relaxante. Et il va y avoir quelqu'un qui va venir donner une session de yoga. Et les gens ont reçu comme cadeau pour cet événement-là un tapis de yoga. Wow! Mais, Est-ce que René, tu es en ligne? Tu veux poser la question à Caroline, s'il vous plaît? Allô, René? non, mais... Ah, la technologie. Ah, mais elle a posé sa question dans le chat. Elle dit « Un de nos attraits est la dégustation aux visiteurs des produits de nos exposants. Comment cela peut-il se traduire en virtuel? » Aussi passionné puis-je être et puis convaincu des bienfaits du virtuel, ça a quand même ses limites. Là, je pense qu'on y arrive. Tu sais, je disais dans la vie virtuelle aujourd'hui, hybride demain, puis en personne. Puis mon cœur sera toujours pour les événements en personne. C'est ça que j'ai dès le début. Il y a sûrement moyen. On a fait affaire avec des traiteurs multiples pour un autre projet. Peut-être qu'il y aurait moyen d'imaginer comment aller plus loin, mais là, à proprement parler,
c'est sûr qu'offrir des petits bouchées d'une affaire coupée en 8 avec un cure-dent, c'est un peu plus dur en virtuel. Mais ce que je pensais, Caroline, ce que je suis en train de penser, tu vois, c'est quand on se creuse la tête, comme même le promoteur pourrait penser monter un kit, dire on envoie ça à des exposants potentiels, un kit de dégustation. Alors, quel exposant embarque dans le kit? Tout à fait. T'envoies un échantillon. Alors, ça, il serait étiqueté stand numéro avec le nom d'entreprise, puis on sédule un rendez-vous avec la bouchée, on le déguste ensemble. Le promoteur pourrait vendre ça. Oui. Nous autres, on dit, dans les avantages de faire un virtuel, là, ça coûte moins cher pour les participants. Pas le frais, là, mais de participer. L'hébergement, de transport, de shipping, tout ça. Il n'y a pas de. C'est écologique aussi. Évidemment, si vous voulez faire un événement à caractère éco-responsable puis qu'il y a de la livraison, il faut prendre ça en ligne de compte. Dans les détails. Alors, si on est vraiment éco-responsable, on ne fait pas ce genre de livraison-là. Puis si l'éco-responsabilité, on peut passer par-dessus, c'est effectivement une très bonne idée. Soit dit en passant, une recherche sur Google, c'est pas éco-responsable, ça non plus. Hein? Fait que les serveurs qui tournent, là, ça génère aussi. Oui, exactement. Julien, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions à nous faire parvenir? Parce que... Bien, les gens veulent savoir quelle est la compagnie pour la vidéo qui ne marchait pas. La compagnie avec qui on a un partenariat en France. Donc, c'est une entreprise qui existe quand même depuis plusieurs années. Je peux donner le nom, mais on est leur distributeur au Québec. Fait que c'est Studio 3D at Home. Évidemment, le nom en anglais, c'est une compagnie française. Ben oui, c'est normal. Ça va passer par nous autres. Parce que nous, vous avez vu AO Virtuel en début, là, il y a un lancement officiel qui va se faire. Comme je dis, ça fait des années qu'on fait du virtuel, mais ça faisait partie du service comme le reste. Là, évidemment, on va juste dire ce qu'on fait. Pas ce qu'on prétend faire, mais ce qu'on fait. Et parmi ça, on a dans AO Virtuel, ça va être le label là, pour la plateforme 3. Avez-vous développé pas mal le côté contractuel, Caroline? Oui. Oui, hein? Ça doit être complètement différent, dans le fond. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien. Il n'y a rien qui tient dans nos contrats actuels. Absolument. Sauf des affaires. On ne garantit pas plus d'achalandage. Oui. On s'entend, là. Je dis rien, pas tout à fait. Il y a des affaires qui sont vraies encore, mais pas mettre le feu puis pas mettre ta bannière dans la ligne. As-tu ajouté une catégorie pandémie? Non, mais les clauses de force majeure sont là. Oui. Oui, dans tous nos contrats, là, nos contrats avec nos clients, nos contrats avec nos fournisseurs, puis je pense que la même chose est aussi vraie. Là. Les clauses de force majeure ont été ajustées, je pense, partout. Là. Tout le monde on les a jamais tant lues de nos vies que des dernières semaines. Oui. On les a lues. Les petites écritures, là, on y est beaucoup plus attentifs. Très. Il y a Olivier qui pose une question. Il dit comment justifier le même montant? Quels sont les arguments clés pour convaincre? Bonne question. C'est pas facile. On part de loin. C'est-à-dire que je dirais que l'output, ce que les gens vont en retirer, est de la même valeur que s'ils étaient en présentiel. Je donne un autre exemple. On fait de la formation médicale continue pour des médecins qui ont l'obligation d'aller chercher des crédits de formation. Donc, eux autres, là, qui se déplacent, ou que ce soit virtuel, ça leur apporte la même chose à la fin de la journée. Ils vont avoir obtenu 5,8 crédits de formation continue. Puis, ils ont l'obligation d'en faire 25 par année. Donc, si ce qu'ils viennent en retirer est équivalent à ce qu'il y aurait eu en vrai, c'est plus facile. Même chose pour les commanditaires. Franchement, on réussit quand même, on se dit à la longue là, que des fois, ils sont mieux en virtuel qu'en vrai parce que on est capable de pousser, puis on est capable de targeter ce qu'on n'est pas capable de faire en présentiel. Et puis après ça, on a des données à l'appui. Fait que peut-être que la première fois, ça prend un peu un acte de foi de la part et des participants et des conférenciers, des commanditaires, mais après ça, data à l'appui, on peut leur démontrer qu'ils en ont eu pour leur argent. C'est important de faire ça à la fin, sinon ils ne reviendront pas. Je pense sur ce qu'ils en retirent. Si on est capable de démontrer qu'ils vont en retirer autant, qu'ils vont avoir le même retour sur l'investissement, ça va fonctionner. Oui, parce que tu peux vraiment préciser ta cible. Là. Tu peux vraiment être chirurgical quasiment dans tes interactions. Il y en a qui ont joué la carte aussi plus dans l'associatif, au BNL, de dire
surtout pour un événement qui est transitoire, là, qui n'est pas appelé à rester virtuel toujours, de dire, ben là, nous, c'est aussi notre moyen de financement. Puis les gens ont mis le genou à terre en disant, ça, c'est notre moyen de financement. On maintient les mêmes frais pour nous permettre de continuer nos opérations. Et puis, les inscriptions ont carrément été basculées dans la version virtuelle, puis on n'a pas changé de prix. Puis ça a passé haut la main. On a maintenu 80% des inscriptions. Les gens n'ont pas demandé de remboursement parce que ça fait partie, un peu comme de leur cotisation annuelle, puis pour aider le regroupement ou l'association. Fait que ça peut être une autre approche si ce n'est pas un salon commercial, on s'entend. Oui, c'est intéressant ce que Xavier Poncin du Ciel nous partage. L'idée du prix virtuel sera entre 50 et 80% du prix du stand. Car le ROI attendu et le nombre de leads sont les mêmes. Et je pense que je serais pas mal d'accord. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut tabler le plus. Oui, le secret, il est là. As-tu d'autres questions, Slavka? Julien, as-tu des commentaires à rajouter? C'est très éclairant. Oui. C'est parfait, Caroline. Non, moi, je suis comme vous dans ce cas-là. Je suis observateur, je réfléchis à tout ça, mais c'est très, très éclairant. C'est du bon travail, Caroline. Super. Bonne présentation. Oui, puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, là, vous aurez mes coordonnées, là, puis ça va me faire plaisir. Super. Merci, Caroline. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Oui, on peut vous applaudir, mais là, on n'entendra rien. Thumbs up. Moi, en tout cas, je suis prêt. Ça fait partie des trucs qu'on envoie dans les guidelines aux participants. Ça, c'est oui, ça, c'est non. Ah, OK. On leur envoie là, l'étiquette du parfait webinaire. Bravo, non. On va se retrouver, nous tous, je crois, vendredi prochain, si Dieu nous le permet. La semaine prochaine, écoute, on a déjà un panéliste de signer virtuellement. Il s'appelle Stéphane Parent. Puis je pense que ça va être super intéressant là, parce que ça va être sur les programmes accessibles pour les OBNL de l'événementiel. OK? En plus d'une lecture de l'avenir de notre industrie. Alors, ceux qui connaissent Stéphane le connaissent, ils ne seront pas déçus probablement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager avec nous. Et puis, ça devrait être très intéressant. Je ne sais pas qui sera l'autre personne encore. C'est selon ce qui va se passer cette semaine. Ça change tellement vite. Et alors, j'aime autant pas me prononcer là-dessus. J'aimerais encore une fois remercier tous nos partenaires chaleureusement. Et cette semaine, je vais vous laisser sur un commentaire, sur un pep talk un peu où ce matin, on lit, comme je vous disais, on lit beaucoup. Je lisais un article, puis ça m'a fait réfléchir un peu à toute notre industrie de l'événementiel, des congrès, des salons et des expositions. Oui, je pense que l'industrie du tourisme profite de nous. Mais nous, est-ce qu'on fait du tourisme? Moi, je ne pense pas. On fait des affaires, puis on fait bouger l'économie. On brasse des affaires, on fait des ventes, puis ensuite, on remplit des hôtels puis des restaurants et on fait travailler bien du monde. Nos fournisseurs nous supportent, nous accompagnent depuis des années. Ils sont devenus des partenaires, des amis, des références. Ça représente des centaines, peut-être des milliers d'emplois au Québec. C'est pourquoi que je pense que notre industrie, là, elle devrait être une des premières à repartir parce qu'on est tentaculaire, parce qu'on fait marcher l'économie. Et je ne sais pas si ça va être possible, mais ça serait un bon, je pense, pour l'économie entière du Québec si notre industrie pouvait repartir assez rapidement parce qu'on touche des pans de l'économie québécoise et ça nous prend notre industrie en santé et forte, OK? Alors, j'aimerais ça vous dire cette semaine que je suis fier de faire partie de cette industrie-là. Et puis, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble à la relance de notre industrie. Et puis, je vous remercie à tous d'être là. Et puis, c'est essentiel, je pense, de converger et de faire tous nos efforts ensemble pour qu'on reparte ensemble et fort et unis et qu'on soit heureux dans notre nouvelle vie post ou pendant COVID. Alors, merci à vous. Envoyez-moi des commentaires. C'est le temps de me texter. Je vais pouvoir vous répondre. Bye, Dominique. Merci beaucoup. Merci, Slavka. Bye-bye. Merci. Bye, Caroline. Bel job. Bye-bye. Salut.